Voici le nouveau webinaire de l'IFIC qui va être consacré au CLOM, autrement dit au MOOC ou au Flow. Nous aurons aujourd'hui 3 intervenants. Nous aurons d'abord Marilyn Rossel qui vient de l'Université de Picardie Jules Verne, puis 2 personnes de l'Université de Lille 1, c'est-à-dire Pierre-André Caron et Jean Hutt, qui vont nous montrer comment caractériser un CLOM ou un MOOC, étant donné que nous assistons à l'éclosion de nombreuses formes de MOOC. Et ensuite, la seconde partie de ce webinaire sera consacrée à la mesure de la perception des apprenants dans un MOOC, c'est-à-dire voir un peu le profil de ces apprenants. Je vais tout de suite donner la parole à Pierre-André Caron, qui va vous introduire le sujet. Et le webinaire peut commencer. Bonjour, bonjour. L'idée, c'est de rendre compte d'une recherche que l'on a menée. Alors, c'est une recherche qui est une recherche-action à visée prescriptive. Hein. L'idée, donc, c'est d'accompagner en même temps une ingénierie, donc une ingénierie sur les MOOC, et puis l'accompagner par la recherche, c'est-à-dire de pouvoir, en cours de production d'un MOOC, avec les résultats de la recherche, pouvoir influer un petit peu sur le dispositif pédagogique qui se met en place. Alors, il y a donc des activités dont on va rendre compte qui sont des activités que nous avons menées pendant que le MOOC que nous avons étudié était en cours de production, et puis d'autres activités qui sont plus des activités de réflexion qu'on a menées a posteriori. On va commencer avec Marilyn Rossel qui est justement rend compte d'une activité qui a été menée a posteriori, qui est autour de la définition d'un cadre descriptif pour les MOOC. Alors, je vous partage l'écran pour vous montrer le diaporama. Voilà, donc l'idée c'est donc de parler d'un cadre descriptif des MOOC et puis ensuite de vous présenter les échelles que nous avons construites pour mesurer la perception des apprenants dans le MOOC, la perception instrumentale des apprenants, mais également la perception des autres quand ils sont à l'intérieur du MOOC. Donc, pour Marilyn, on commence par typologie et recherche et définition de la recherche et du terrain. Et à toi Marilyn. Donc, bonjour. Un des premiers objectifs qu'on s'est donné était de caractériser le MOOC INUM. Mais la première question, c'est comment décrire un MOOC. Donc, vous avez probablement entendu qu'il y a tout un tas de sigles, les MOOC, les CLOM, les CMOOC, XMOOC, IMOOC, etc. Et donc, nous avons fait le constat que pour les MOOC, que les MOOC sont différents pour chacun. En effet, les MOOC sont tous différents entre eux. Par exemple, ils intègrent des pratiques pédagogiques différentes qu'on peut retrouver dans certains d'entre eux. Après, chaque personne, chaque chercheur, chaque observateur fait des observations ou des inférences sur les MOOC qu'il a pu observer. Donc, il les fait sur des MOOC différents et aussi sur le même MOOC entre plusieurs personnes. Donc, tant qu'on fait des observations et qu'on dit ou on écrit on a observé ceci ou cela, ça va. Mais à partir du moment où on fait des inférences et qu'on induit des règles générales, ben là, on se retrouve avec des assertions ou des propos contradictoires entre les différents auteurs. Donc, on a identifié le besoin de décrire précisément l'objet MOOC, cet objet sur lequel nous effectuons des recherches. Nous avons un souci de réutilisation, de transposition, de comparaison ou de reproduction des MOOC. Ce problème, on peut l'illustrer par un conte indien. Donc, dans ce conte, il y a 6 aveugles. Dans leur village, en Inde, est arrivé un éléphant. C'est un peu l'euphorie dans le village et tout le monde parle de cet éléphant. Donc, ces aveugles ont décidé d'aller voir cet éléphant, ou plutôt d'aller le toucher. Le premier touche l'éléphant et après, chacun discute et le premier dit « Ah, un éléphant, c'est comme une corde. » Le second, c'est comme un mur. Mais non, c'est comme une branche. Bah, c'est plutôt comme un éventail. Le cinquième dit « Mais
comment vous pouvez dire que tout ça, c'est comme un tuyau rigide. Et le dernier, encore moins d'accord avec les autres, pense aussi lui avoir raison et affirme que c'est un pilier. Voilà. Et on comprend avec l'image suivante que chacun a touché une partie différente de l'éléphant. Donc, dans notre situation, on retrouve un peu ça. Celui qui a touché, qui a senti, qui a observé un MOOC particulier, il le décrit avec ses perceptions à lui. Donc, nous, les questions qu'on a dû résoudre en premier, c'est pour qui on veut décrire ces MOOC, avec quel point de vue et quel niveau de détail. Je peux passer au suivant. Donc, pour décrire le MOOC, il a fallu choisir entre faire une description rapide ou une description précise, faire une description pertinente ou une description exhaustive. Donc, bien sûr, on ne peut pas aller d'un extrême à l'autre. On a essayé de placer le curseur un petit peu entre les deux. Donc, en plus, on a des contraintes qui sont... on est dans un contexte pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul type de chercheur qui observe les MOOC. Il y a des chercheurs en sciences humaines, il y a des chercheurs en informatique. Dans les sciences humaines, les psychologues n'ont pas le même point de vue que les gens qui sont dans les sciences de l'apprendre ou les sciences de l'enseignement. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Et il y a aussi plusieurs types d'acteurs qui interviennent autour de ces MOOC. Donc, nous, notre proposition, c'était de faire une approche duale. Donc, à la fois de proposer une typologie qui, elle, permet de répondre à une description rapide d'un MOOC, qui repose sur très peu de types et qui est complétée par une description structurée qui est beaucoup plus complète et elle est structurée grâce à un cadre de description. La construction du cadre de description. On part d'une démarche de modélisation d'un système d'information en informatique. Donc là, il y a le mot système qui a disparu. Le système à modéliser est un MOOC. La modélisation ici n'a pas pour but de concevoir le système d'information comme quand on fait de la modélisation pour concevoir et implanter un système, parce que le MOOC existe déjà, mais la modélisation a pour but de décrire le système d'information, et qui est ici le MOOC. Donc, dans cette démarche, on part des besoins des utilisateurs, et nous, les utilisateurs de la description qu'on fournit, ce sont des chercheurs. Donc, en modélisation, on appelle ces utilisateurs des acteurs. Donc, les acteurs sont des chercheurs particuliers, ce sont les chercheurs qui observent les MOOC ou les chercheurs qui accompagnent les concepteurs des MOOC. Nos cas d'utilisation consistent à appliquer les cadres théoriques d'observation. Ça veut dire que les chercheurs, quand ils observent un MOOC, ils l'observent pas n'importe comment. Un chercheur en sciences de l'éducation va appliquer certains cadres théoriques et donc nous partons de ces cas d'utilisation pour structurer le cadre de description. Donc la méthodologie, on part d'un état de l'art pour essayer d'identifier à la fois les typologies et les cadres de description des MOOC et des EIH. Pourquoi des EIH? Parce qu'on essaye de réutiliser un maximum l'existant. Donc là, c'est un certain nombre d'auteurs et de publications sur lesquelles on s'est appuyé. Et la structuration des propriétés des MOOC, c'est fait selon les cadres théoriques des chercheurs avec lesquels nous avons travaillé. On a essayé aussi de reprendre un maximum ceux qui sont dans les publications qu'on a étudiées. Et voilà. Voilà, donc ça c'est un travail qui a été mené en parallèle à l'activité plus précise qui a été une activité d'accompagnement d'un MOOC et donc c'est cette activité d'accompagnement d'un MOOC dont on va rendre compte un petit peu maintenant. Donc je reprends attendez, mon diaporama. Voilà.
Et donc le contexte de cet accompagnement du MOOC, donc il s'agit du MOOC INUM qui a eu lieu entre fin avril et mi-juillet 2013. L'idée là du webinaire, c'est de vous présenter les échelles qu'on a construites lors de l'accompagnement de ce MOOC-là, à savoir que depuis cet accompagnement, eh bien, on a mis en œuvre des recherches sur 5 MOOC différents, et donc on est en train de tester la solidité de tous ces outils méthodologiques. Donc c'était un MOOC expérimental dans lequel le nombre d'étudiants a été limité à 1200 au départ, et puis finalement on est arrivé à 1260, mais on a interdit l'accès en fait à partir d'un certain moment puisque c'était vraiment un prototype. Savoir que les MOOC maintenant qu'on promeut ou qu'on étudie sont autour de 13 000 étudiants. Bon. L'idée là, c'était donc de travailler sur pour le MOOC, en tout cas, il y avait à la fois une conception, il y avait une animation. Dans cette conception, cette animation, il y avait une dizaine d'universités. Et puis, on est sur un MOOC assez classique avec des vidéos introductives, des questionnaires. On avait rajouté, on avait essayé d'aller un petit peu plus loin dans ce prototype avec des activités individuelles spécifiques et puis des missions transversales de groupe. L'objectif principal du MOOC, c'était la maîtrise de l'identité numérique, essayer d'expliquer comment maîtriser cette identité, construire son e-portfolio et puis mettre en œuvre des œuvres de collaboration, s'intéresser à la diffusion de ces œuvres. À l'issue de ce MOOC INUM qui a été mené, eh bien 4 MOOC se sont ouverts dans le cadre de la plateforme France Université Numérique, qui sont les MOOC autour du C2I. Alors, la mise en place donc de l'accompagnement, il avait pour but de qualifier à la fois la mise en œuvre du dispositif MOOC INUM, c'est-à-dire s'intéresser donc aux concepteurs, mais également aux animateurs. Et puis, deuxième chose, il avait pour but également de qualifier l'usage de ce MOOC par les apprenants. Et donc, essayer de comprendre les apprentissages qui étaient réalisés. Alors, quels outils méthodologiques nous avons utilisés? On s'est mis en place des entretiens compréhensifs, encore qu'ils sont plutôt semi-dirigés, puisqu'on avait quand même une grille d'analyse qui nous a servi pendant les entretiens. Et puis, on a l'analyse des Learning Analytics qui était proposée par la plateforme de formation, et une série d'enquêtes par questionnaire en ligne. Je vais laisser la parole après donc à Jean qui va nous expliquer un petit peu plus précisément ce recueil de méthodologie. Alors Jean, tu as ton micro fermé. Oui, c'est bon, je viens de remettre mon micro. Donc, je reprends la main. Donc, pour le recueil de données, en fait, nous sommes organisés avec un questionnaire, donc des questionnaires en ligne hébergés sur le serveur de l'université. Donc, on a utilisé la dernière version de Lime Survey pour héberger en fait un total de 7 enquêtes. Les questionnaires et les statistiques ont été anonymisés et donc dans les enquêtes nous avons utilisé en fait diverses échelles de mesures psychométriques, donc certaines élaborées par nos soins, d'autres qui étaient déjà soit en cours de validation, soit déjà valides. Donc par exemple pour la satisfaction du dispositif, donc ensuite, les critères de prise, on reviendra tout à l'heure sur le fondement théorique, perception instrumentale, ludification, on avait aussi donc sur ce qui concernait les travaux de groupe, les critères de Hall, donc qui sont sur lesquels travaille actuellement Thierry Danctini dans le cadre de sa recherche doctorale, modèle de l'intérêt, les phases de l'intérêt, donc c'est David Chénon qui aussi travaille sur ce sujet dans le cadre de sa recherche doctorale. On reviendra après sur les détails conceptuels concernant la distinction des différentes dimensions. L'échelle et du flow, donc de mesure du flow en contexte éducatif, qui est
actuellement en cours de soumission pour expertise. Et puis une échelle du sentiment d'efficacité personnelle dans l'usage des TIC qui a été publiée avec mon collègue Moïse Dérault en 2008. Donc, afin de passer au deuxième, voilà, afin de ne pas perturber le bon déroulement des activités du MOOC, en fait, les prestataires, les commanditaires, pardon, nous avaient recommandé de ne pas poser plus de 2 fois un questionnaire aux participants. Et du coup, cette petite contrainte nous a conduit en fait à découper la cohorte en 4 groupes, donc découpés en 4 groupes aléatoirement constitués. On les a aussi constitués avec des tailles différentes, puisqu'en fait on avait anticipé l'idée d'un risque d'abandon. Et donc l'idée c'était d'avoir en fait un découpage de la population qui était, je dirais, légèrement asymétrique. Donc en première semaine, semaine 2, hein, S2, on a un premier questionnaire qui a été adressé, on rappellera après dans les analyses QS1, et donc qui nous a, sur un premier groupe qui était lui constitué de 150 participants. Enfin, 150 inscrits, on verra qu'ils n'ont pas forcément tous répondu après. En semaine 3, donc on avait un deuxième questionnaire spécifique qui était adressé à un deuxième groupe, et ce deuxième groupe, on l'a taillé sur 150 sujets inscrits. En 4e semaine, donc un nouveau questionnaire spécifique, QS3, qui était sur un groupe, alors là on a augmenté en prenant le double, hein, parce qu'on était parti sur une hypothèse comme ça entre nous, en considérant que, grosso modo, le MOOC risquait de perdre à peu près la moitié de son effectif chaque semaine. Donc là, on était sur 300 sujets. En 6e semaine, donc un premier questionnaire longitudinal qui était sur un groupe composé de 660 sujets inscrits. Et enfin, en dernière semaine, semaine 10, on a eu donc le questionnaire final, mais qui en fait était diffusé sous 2 formes différentes, puisque le premier questionnaire final était diffusé, envoyé aux étudiants inscrits dans les groupes 1, 2 et 3, hein, donc ce qui faisait 600. Puisqu'on avait 150, 150 et 300. Et le deuxième questionnaire longitudinal, lui, était diffusé uniquement en direction des sujets qui étaient dans le groupe 4, donc les 660. Voilà. Bien, on arrive à une deuxième période de notre présentation, hein, qui est l'exposé des cadres théoriques. Donc, Jean nous a expliqué comment on a découpé et essayé de avant de débuter, parce qu'en fait pour une étude comme celle-là, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il faut vraiment tout dimensionner avant de démarrer, puisque dès qu'on arrive dans l'accompagnement du MOOC, on avait, vous avez vu, il y avait des questionnaires semaine 2, semaine 3, semaine 4. Ça veut dire qu'il fallait faire en même temps non seulement le questionnaire, mais l'analyse du questionnaire pour l'envoyer au groupe qui était en train de promouvoir le MOOC. Alors, l'idée là, c'est avant d'entrer dans le vif du sujet de l'animation du MOOC, de s'intéresser à comment nous avons construit a priori, avant de commencer ce travail d'accompagnement, comment on a commencé à construire notre cadre méthodologique et quels sont les cadres théoriques que nous avons convoqués pour construire l'ensemble des échelles qui après ont été utilisées lors de l'accompagnement. Donc, première échelle que nous avons utilisée, c'est une échelle qui s'inspire des critères de Jenny Price. Alors, Jenny Price, elle, ce qui l'intéresse, c'est de mesurer la vitalité d'une communauté de pratiques instrumentée par un artefact informatique. C'est-à-dire qu'elle va s'intéresser, par exemple, eh bien, aux communautés Facebook, aux communautés... il y a un travail qu'elle a mené également sur les communautés Direct Connect, etc. Ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment une communauté va détourner eh bien, les fonctionnalités d'un artefact quelconque pour
les besoins de la communauté. En particulier, elle définit donc toute une série d'éléments que j'ai rappelés, hein, qui sont l'intérêt commun, les actions appropriées, le fait de est-ce que la communauté rend compte des actions actives ou passives de ses participants, la réciprocité, la mise en place de l'empathie à l'intérieur de la communauté. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est de voir comment les participants détournent les fonctionnalités, en particulier lorsque un outil ne propose pas de fonctionnalité, eh bien, elle essaye de voir comment des exemples, hein, par exemple, pour montrer le capital social, eh bien, elle voit que dans des communautés qui fonctionnent, les gens petit à petit vont par exemple mettre leur nom ou leur login en majuscule ou se rajouter 3 étoiles devant leur nom, alors qu'aucune des fonctionnalités de la plateforme utilisée ne le permet. Après, l'utilisation de ces critères, par exemple, il y a des plateformes de formation où il y a des fonctionnalités de type boîte à crier. Vous savez, c'est une petite boîte où c'est juste un petit champ texte qui apparaît sur le portail de la plateforme. Et lorsqu'on regarde l'usage de cette boîte à crier, on se rend compte que cette boîte à crier qui semble être, en fait, c'est un chat, hein, donc qui est ouvert, anonyme, où les gens écrivent juste une petite phrase. On se rend compte que c'est pas du tout un outil de communication, mais c'est un outil de social awareness, c'est-à-dire que lorsque j'entre sur la plateforme de formation, eh bien, lorsque je vois l'ensemble de ces petits messages qui s'accumulent, je me rends compte que je suis pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Et donc cette présence sociale que je vais voir par cette fonctionnalité, ce détournement de cette fonctionnalité pour montrer la présence sociale, c'est un des critères de Jenny Priest. L'intérêt des critères de Jenny Priest, c'est donc de voir bien comment dans une plateforme de formation eh bien l'ensemble des fonctionnalités vont être détournées pour rendre compte de ces critères. Alors, un deuxième point, donc ça c'est la mesure de la vitalité. Le deuxième point, c'est bien sûr un but prescriptif, c'est-à-dire que on sait que ces critères, eh bien, vont toujours accompagner la création d'une communauté de pratique. L'idée, c'est aussi peut-être à fur et à mesure que la communauté se crée, eh bien, d'aller rajouter des fonctionnalités à l'artefact pour que la communauté ait plus de facilité à se mettre en place. Donc, ces critères nous permettent d'observer deux choses. À la fois, la communauté en train de se construire, mais en même temps, l'artefact en train de devenir un instrument, c'est-à-dire l'instrumentation de l'artefact par la communauté. On a donc deux regards. Ce que j'ai expliqué, hein, comprendre comment chaque critère de prix est réifié sous forme d'usage par la communauté, et puis réussir à établir des liens entre à la fois l'instrumentation qui est faite de l'artefact et puis les perceptions de l'artefact. Alors ça c'est donc notre positionnement initial avant de débuter cet accompagnement. Et puis en faisant l'accompagnement du MOOC, on s'est rendu compte que ce positionnement sur les critères de Jenny Priest supposait une pratique très importante de l'artefact par les apprenants. Et on s'est rendu compte que ça marchait pas si bien que ça, puisque finalement, dans un MOOC, on est sur des temps très courts. Tout ce qui est détournement des artefacts n'a pas vraiment le temps de se faire, et on était plutôt sur une sorte de perception très a priori de l'artefact, et pas un détournement de l'artefact. Ce qui nous a obligé en cours de route en fait à aller chercher d'autres cadres théoriques pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et en particulier, on s'est intéressé au cadre théorique qui est dans alors pardon, là j'ai encore une diaporama sur la méthodologie sur les critères de prise, donc très rapidement, hein, donc ces critères de prise, on peut essayer de les capturer par des séries d'entretiens, par de l'observation, et puis par de l'enquête de questionnaire. C'est ça qu'on a fait, hein, nous, dans le cadre de la recherche.
Bon, j'arrive à mon deuxième point, qui est que finalement ces critères ne se sont pas révélés très utiles, en tout cas dans un premier temps, parce qu'on est face à une sorte de culture numérique qui est véhiculée par les personnes et qui leur permettent de regarder le MOOC lorsqu'on les met face à un MOOC. Et donc c'est plutôt cette appréhension instrumentale qui s'est révélée plus intéressante à aller mesurer. Et donc, c'est là où intervient le deuxième cadre théorique qu'on a mobilisé, qui est le cadre théorique des systèmes de communication primaire d'Edward T. Hall. Alors, c'est un cadre théorique qui est dans les travaux doctoraux de Thierry Danquigny. Et donc, l'idée ici, eh bien, c'est à partir de ces systèmes de communication primaire, d'établir toute une série d'échelles, Thierry Danquigny a établi, et puis à partir de ces échelles, d'aller comprendre la culture numérique des apprenants avant qu'ils entrent dans le MOOC et quelles sont leurs attentes. Et on a été, vous verrez, je ne veux pas dévoiler les résultats qu'on va vous présenter juste après, mais on était quand même assez surpris, en particulier par rapport à la conduite du MOOC. Ça nous a fait changer certaines choses. Donc, l'utilisation pour construire des échelles permettant d'appréhender les aspects culturels liés à l'apprentissage instrumenté au sein du MOOC INUM. Donc, il ne s'agit pas de comprendre comment les apprenants utilisent le MOOC, mais de comprendre comment ils souhaiteraient l'utiliser. Ce sont les attentes, les appréhensions initiales. Donc, je laisse la parole maintenant à Jean. Oui, donc je reprends donc un deuxième cadre théorique qui a été... un troisième cadre théorique qui a été utilisé. Alors là, on est résolument davantage dans le champ de la psychologie de l'éducation, de la psychologie cognitive. Donc il s'agit du modèle de développement par phase de l'intérêt. Donc c'est un travail donc qui est actuellement mis en œuvre dans le cadre de la recherche doctorale de David Chénon, qui est suivi par Fabien Fenouillet comme directeur de thèse. Donc ce modèle est construit sur les travaux de Heidi et Redinger, qui sont donc deux chercheuses, et considèrent que l'intérêt en fait est la conséquence de l'interaction entre un individu et un contenu spécifique. Et qu'en fait cette interaction entre l'individu et son environnement n'est pas innée, mais le fruit d'une histoire. Et donc selon cette théorie, en fait, les intérêts, parce qu'il y a plusieurs formes d'intérêts, se développent, mais en plus, ils ne sont pas forcément stables. Et du coup, Heidi et Redinger proposent de distinguer d'abord l'intérêt situationnel de l'intérêt individuel. Alors, l'intérêt individuel, c'est quelque chose qui est généralement plutôt stable. Dans le cadre des études, par exemple, c'est l'intérêt individuel qu'on peut avoir pour les mathématiques, pour la littérature, pour l'espagnol, pour la philosophie. Dans le cadre du MOOC INUM, en fait, l'intérêt individuel, c'était l'intérêt pour la protection ou la projection de son identité numérique. Ensuite, concernant l'intérêt situationnel, qui serait donc à la base de l'intérêt individuel, l'intérêt situationnel, c'est en fait ce qui est provoqué notamment par une situation pédagogique. Donc on peut imaginer par exemple, pour prendre un exemple peut-être plus éloigné du MOOC, mais qui sera peut-être plus illustratif, c'est par exemple le fait d'introduire un CD-ROM ou un ludo-éducatif pour faire du calcul mental à des élèves en école primaire, où dans un premier temps, l'intérêt situationnel, c'est la modification de la situation pédagogique qui fait que les élèves vont dire chic, on va jouer, ou tiens, ça sort de l'ordinaire, donc ça va provoquer en fait une réaction qui est de l'ordre, dans un premier temps, émotionnel, c'est donc ce qu'on va appeler l'intérêt situationnel activé, et ensuite, alors cet intérêt situationnel activé, en fait, il est relativement court, puisque la plupart du temps, les élèves se rendent vite compte que non, ils ne sont pas en train de jouer, ils doivent faire par exemple du calcul mental. Et si on a un peu
la deuxième phase, en fait, c'est pour l'enseignant, pour le pédagogue, c'est d'arriver à activer l'intérêt situationnel maintenu. Donc maintenu, c'est au travers de cette situation, les élèves vont effectivement percevoir qu'ils sont en train de faire des maths, mais ils vont se dire que finalement, à travers le jeu, ça va leur permettre de mieux comprendre des choses ou de faire des choses qui leur seront utiles après, soit dans le cadre de leurs études, soit dans la vie réelle. Alors, si on reprend le MOOC-INUM, hein, donc l'intérêt situationnel, donc je reviens, c'est l'intérêt lié à la situation d'apprentissage provoquée par le MOOC lui-même. Donc, on sera dans l'intérêt situationnel activé quand on est sur essentiellement les émotions activées au travers de la situation, savoir ce que procure le fait de se former avec le MOOC-INUM. L'intérêt situationnel sera maintenu dès lors qu'il y aura perception du sens, de l'importance et de la valeur de l'activité, c'est-à-dire ce que les participants perçoivent de l'apport de MOOC-INUM pour la formation personnelle. Et donc c'est sur ces premiers cadres théoriques que on a donc porté nos analyses. J'aurai l'occasion de venir tout à l'heure sur les résultats. Et donc, le cadre suivant, toujours dans le champ de la psychologie, c'est donc le flow, hein, la dimension autotélique du MOOC. Donc, c'est Mihaly Csikszentmihalyi qui a modélisé donc l'état de flow ou l'expérience optimale. C'est un état dans lequel les individus sont tellement intensément impliqués dans une activité que rien ne semble autrement importer. L'expérience est si agréable que les gens la font, même à un grand coup, même si ça demande beaucoup d'efforts, mais juste dans l'intérêt de pouvoir la réaliser. En fait, cette expérience de flow, alors, est une expérience qui est autotélique dans la mesure où, finalement, elle procure sa propre récompense. Et la propre récompense, c'est en partie, notamment, le bien-être procuré par le sentiment de progresser ou de sentir que l'on progresse. Et donc, l'intérêt du flow, c'est justement de pouvoir appréhender des éléments qui vont qui vont être prédicteurs de la persistance des individus, notamment dans les contextes de formation. Alors, le flow en contexte éducatif, hein, donc avec mes collègues, nous avons élaboré un outil dont l'article est actuellement en cours d'expertise, et nous avons retenu 4 dimensions donc dans la mesure du flow en contexte éducatif. Donc l'absorption cognitive, qui est le fait d'être concentré et immergé dans la tâche, l'altération de la perception du temps, donc qui fait que finalement on va passer quelque part beaucoup plus de temps que prévu sur la tâche ou sur l'activité. Enfin, l'absence de préoccupation à propos du soi. Donc là, c'est un élément important puisque c'est le moment où les individus vont avoir peu d'inquiétude par rapport à ce que les autres peuvent penser d'eux. Et théoriquement, c'est quelque chose qui doit renforcer le travail collectif et l'implication au niveau d'un collectif. Et enfin, le bien-être scolaire. C'est ce qui renforce la persistance et le désir de recommencer l'activité. Donc, dans le modèle que nous avons développé, nous mettons en évidence que l'absorption cognitive est une des conditions principales de l'apparition du flow et que la perception altérée du temps, la dilatation de l'ego ou le bien-être constituent pour leur part les effets du flow. Et que le bien-être est en fait la résultante à laquelle contribuent toutes les dimensions du flow. C'est, je dirais, l'effet ultime du flow. On va passer à la prochaine diapo. Voilà, donc le dernier cadre théorique dans le champ de la psychologie de l'éducation qui a été convoqué, c'est celui de la théorie sociale cognitive de l'auto-efficacité, aussi appelé sentiment d'efficacité personnelle, qui est donc un cadre créé par Albert Bandura, donc part du principe que l'agentivité humaine et l'adaptation au changement dans les environnements numériques
sont très fortement liées au sentiment d'auto-efficacité, qui est donc l'auto-efficacité est définie comme la croyance des individus en leur capacité à mobiliser la motivation, les ressources cognitives et les actions nécessaires afin de contrôler les événements qui apparaissent dans leur vie. Autrement dit, cela renvoie à la perception qu'une personne a d'elle-même, de ses capacités à exécuter une activité et à réagir face à un événement ou à un objet. Cette perception influence son niveau de motivation et son comportement. Et dans le contexte d'usage des technologies numériques, certaines personnes peuvent se trouver face à plusieurs incertitudes concernant à la fois leur croyance d'efficacité personnelle pour utiliser ces dispositifs, mais aussi concernant leur capacité d'apprentissage. Alors, dans la suite des travaux menés par Van Katesh et David pour l'élaboration du Technology Acceptance Model, TAM, Agarwal et Karahana suggèrent que l'absorption cognitive en contexte d'usage des technologies numériques est en partie influencée par le sentiment d'efficacité personnelle. C'est une des raisons pour lesquelles, en fait, on a rajouté donc une mesure un peu spécifique au niveau du sentiment d'efficacité personnelle, qui est la mesure de l'auto-efficacité dans l'usage des TIC. Voilà, moi j'ai fini pour moi. Alors je laisse la parole à Marilyn. Oui, donc moi je vais présenter des cadres liés à la ludification. Donc la ludification, on utilise aussi l'anglicisme gamification. C'est l'utilisation des mécanismes et des éléments de jeu dans des contextes autres que purement ludiques. Donc ça c'est une des définitions, c'est celle de Verbar en 2012. La ludification convoque de nombreux cadres théoriques. Et parmi ceux-ci, j'ai choisi de présenter d'en présenter deux, la pertinence situationnelle et l'affordance motivationnelle située. Donc, la pertinence situationnelle considère le contexte que l'utilisateur apporte à l'activité et la pertinence qu'il donne à l'activité prescrite. On rejoint ici l'intérêt individuel et l'intérêt situationnel activé et maintenu que Jean vous a présenté précédemment. La seconde met en avant le contexte organisationnel de chacun des éléments d'un système de ludification, c'est-à-dire les badges, les points, les statuts, les tableaux d'honneur, etc., dans lesquels cette activité est située dans le système ludifié. Donc, voilà, ça c'est les deux cadres. Après, le cadre théorique qui concerne l'identification instrumentale, une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que les apprenants se repèrent dans le dispositif INUM? Donc ici, on considère le dispositif comme un instrument. Le sujet, c'est l'apprenant. Et l'objet, ce sont les activités que l'apprenant a à réaliser. Donc ici, on utilise le cadre de la genèse instrumentale proposée par Rabardel en 1995. Et on peut dire à la manière de Jacques de Bourbon-Busset que les contraintes propres au dispositif MOOC INUM sont les chances des champs d'action des participants. En effet, c'est parce que le dispositif INUM impose des contraintes aux apprenants que ça leur définit un champ d'action qu'on a essayé de mesurer. Enfin, il y a le cadre théorique des learnings analytics et de l'educational data mining. En fait, les learning analytics, donc ça c'est la définition de Siemens, ce sont toutes les mesures, toutes les données que l'on peut collecter à la fois sur les apprenants et leur contexte, dans le but d'optimiser à la fois ou soit l'apprentissage ou les environnements.
Donc effectivement, dans les MOOC, on a l'opportunité de collecter un grand nombre de données sur l'apprenant et son contexte. Mais une des difficultés, c'est de bien définir ces observables. En effet, quel est l'intérêt de compter le nombre de clics sur tous les clics qui concernent le MOOC? Ça peut être pertinent dans un certain contexte. Mais la plupart du temps, c'est pas ça qui nous apporte des informations. Après, même chose pour optimiser l'apprentissage, optimiser les environnements. Ce sont des objectifs qui sont un peu trop larges parce que tels quels, on ne peut pas les mesurer. Alors, je propose maintenant d'aborder le dernier point de notre présentation, c'est-à-dire les résultats. Donc, là, vous avez bien compris, il y a tout un cadre conceptuel qui a été créé, il y a les instruments méthodologiques qui ont commencé à être forgés, et puis, eh bien, on est dans l'action, on arrive, on est dans l'accompagnement de ce MOOC en train de se dérouler, et les premiers résultats, donc, c'est Marilyn. Dans un premier temps, d'abord, les résultats concernant la description des MOOC, et puis après, très vite, les premiers résultats de satisfaction du MOOC, etc. Hein? Oui, donc par rapport à la description des MOOC, nous avions une approche duale avec une partie de proposition d'une typologie qui permet d'identifier rapidement à quelle catégorie appartiennent les MOOC. Donc tous les sigles avec des petites lettres ou des petits mots devant perdent un peu les gens. Et donc nous avons proposé d'utiliser les 6 configurations d'ISUP qui ont été initialement conçues pour l'apprentissage hybride dans l'éducation supérieure. C'était le résultat d'un projet européen. Donc dans ce projet européen, les chercheurs ont défini 6 configurations et nous pouvons montrer que les MOOC que nous avons étudiés peuvent être associés à une de ces configurations, et donc une configuration ISUP devient un type de MOOC. Donc ces 6 configurations sont scène, écran, cockpit, équipage, espace public et écosystème. Donc le plus simple, c'est la scène. C'est un enseignement orienté support à la formation en présentiel avec des ressources essentiellement textuelles. Donc là, on voit bien que c'est dans le cadre d'un enseignement hybride, en partie en présence, en partie à distance. Après, on a écran dans lequel on a, en plus de scène, des ressources multimédia. Donc là, on a beaucoup de MOOC qui appartiennent à cette catégorie. Dans cockpit, on ajoute des outils. Dans équipage, sur l'apprentissage. Après, dans espace public, on est plus centré sur, on a une ouverture vers des ressources externes, et dans écosystème, là, on a vraiment beaucoup d'interactions avec des possibilités technologiques et éducatives encore plus grandes. Donc, on voit qu'il y a une progression en termes d'ouverture du MOOC, et aussi pour les 3 types de MOOC à gauche, on est centré sur l'enseignement, alors que sur ceux de droite, les concepteurs sont plus centrés sur l'apprentissage. Donc ça permet vraiment à chaque type d'enseignant ou des types de concepteurs de s'y retrouver. Donc là, le cadre de description des MOOC, bien sûr, je ne vais pas vous détailler cette figure, mais c'était pour vous montrer que effectivement, on a travaillé, on a produit un cadre assez détaillé. On peut passer à la diapo suivante. Oui, je vais passer parce que celle-là, on voit quand même pas grand-chose. Hein. Non, mais c'était pour montrer qu'il y avait des choses. Et en fait, le travail principal sur lequel on a publié, consiste à décrire les 8 principales dimensions du cadre de description. Donc, il y a des informations générales sur le MOOC, c'est celles qu'on retrouve en général, qu'on retrouve dans les publicités, du moins les accroches pour inviter les gens à venir participer à un MOOC.
Après, on a des informations sur le contexte du MOOC. La partie instructional, donc tout ça c'est en anglais, j'ai pas pensé à le traduire. C'est tout ce qui concerne l'enseignement, le point de vue d'enseignement. Les ressources d'enseignement sont séparées. La partie évaluation et retour d'informations vers les apprenants, c'est assessment and feedbacks. Ensuite, on a séparé aussi tout ce qui est la partie humain, donc quand les apprenants travaillent seuls, en groupe, petits groupes, grands groupes, interaction avec les réseaux sociaux, etc. Les fonctionnalités offertes par les MOOC et d'autres choses pour les chercheurs, genre des modèles apprenants, modèles d'interaction, etc. Donc, un autre résultat. Oui, là on arrive, donc on abandonne un petit peu le cadre descriptif et puis la taxonomie que tu as mis en place, et on arrive aux premiers résultats qui sont les Learning Analytics décrivant en fait le fonctionnement du MOOC INUM. Je laisse la parole. Et donc, il faut que je fasse attention. Le premier indicateur de la participation est fourni par les Learning Analytics de la plateforme Sakai qui a hébergé le MOOC INUM. Cet indicateur correspond au nombre de visites chaque jour, nombre de visiteurs chaque jour. Ça veut dire que si un participant s'est connecté 30 fois dans la même journée, il est comptabilisé qu'une seule fois. Donc, on voit que l'évolution est décroissante, un peu comme dans les autres MOOC, les courbes qu'on peut connaître des autres MOOC. Il y a des petits pics qu'on voit régulièrement apparaître. Ça correspond aux connexions le lundi. L'effectif des répondants au questionnaire des questionnaire 1, questionnaire 2, questionnaire 3 et longitudinaux correspondent aussi à cette courbe. Alors, je suis encore sur la diapo précédente, hein, parce que j'ai pas écrit assez grand mon commentaire. La participation au MOOC n'était pas chose aisée, et en fait, par rapport à la diapo d'avant, là, on a retenu deux indicateurs comme le font beaucoup d'auteurs. Le taux d'entrée, donc par exemple, on avait 1200 personnes, je ne sais plus exactement, 2240. Le tauxd'entrée. 1260. 1260. C'est le nombre de personnes qui ont commencé effectivement le MOOC. Et le taux d'achèvement, c'est le nombre de personnes qui ont fait la dernière activité. Donc le taux d'entrée, il est d'environ 60% et le taux d'achèvement, il est d'environ 17%. Voilà. Donc après, par rapport à la satisfaction des participants, donc ça c'est sur deux diapos. Donc sur cette première, on voit l'évolution de la satisfaction des apprenants inscrits dans le dispositif. Donc en rouge foncé, c'est ceux qui ne sont pas du tout satisfaits. En rouge clair, un peu, du moins c'est un seul moins. Les neutres sont en beige. Les verts, c'est satisfait et les verts foncés, très très satisfait. Et on a le même code de couleur dans tous les graphiques. Donc la satisfaction liée au contenu, c'est le graphique de gauche. Au questionnaire final, 54% des personnes sont satisfaites, sont plutôt satisfaites des contenus, donc c'est vert et vert clair, tous les verts. Contre 19,1% qui sont plutôt insatisfaits, ou voire très insatisfaits. Après, au niveau de la satisfaction par rapport à la plateforme, on a aussi 55% plutôt satisfaits et 20% plutôt insatisfaits. Pour la diapo suivante, là, merci. L'accompagnement, les personnes sont plutôt satisfaits de l'accompagnement pédagogique. On voit que ceux qui sont restés vers la fin, c'est là que c'est eux qui sont les plus satisfaits. On voit aussi que la demande d'aide au cours du temps a diminué et que la satisfaction
par rapport aux questions posées par ceux qui ont demandé de l'aide a augmenté aussi. Donc, 36% plutôt satisfaits. Ensuite, toujours des learning analytics par rapport à la caractérisation de la population. Donc là, je n'ai mis que 4 tableaux, on en a d'autres, hein, mais les participants étaient principalement d'Afrique, suivis par l'Europe, très très peu d'Américains, francophones, donc principalement au Canada. Ensuite, les participants étaient à une faible majorité des étudiants. 32% exerçaient des métiers en relation avec les TIS et 20% des métiers en relation avec la formation. Il y avait 1/3 de femmes pour 2/3 d'hommes. Et au niveau des activités, les participants majoritaires sont des étudiants qui ont déclaré être entrés dans le dispositif avec un Master 2, 43%. Parmi les enseignants qui se sont inscrits au MOOC INUM, 13,4% sont africains et 3,2% français. 3,2% sont des Français. Donc, voilà. En conclusion, le participant type d'IMOOC, c'est un homme de 35 ans, africain, et qui exerce dans les métiers en relation avec l'éthique. Alors, avant de passer aux autres échelles, juste pour expliquer la spécificité du MOOC INUM, qui était un MOOC donc prototypal, comme je l'ai expliqué, et ce sont des résultats qu'on ne retrouve pas sur les MOOC, les 5 MOOC que nous sommes en train d'étudier actuellement, où nous avons plus d'Européens et par contre au niveau de l'âge, on a une moyenne d'âge autour de 43 ans. Alors je vais laisser la parole maintenant à Jean pour nous rendre compte des résultats concernant la motivation. Oui, alors si juste je peux préciser aussi peut-être le déséquilibre pour revenir sur la remarque de Pierre-André et de Marilyn, c'est je pense que l'AUF a été beaucoup plus dynamique dans la diffusion de l'information que ne l'a été le reste du réseau des universités françaises. Et ça peut expliquer certainement l'engouement massif et la présence massive d'étudiants qui n'étaient pas des métropolitains, si je puis dire. Parce qu'effectivement, a priori, la vitesse de réaction et la vitesse à laquelle se sont inscrits les étudiants du continent africain a proprement surpris et pris de vitesse l'ensemble des organisateurs du MOOC INUM, et c'est d'ailleurs un peu en catastrophe qu'ils ont décidé de fermer les inscriptions parce qu'ils avaient peur d'être complètement débordés. Alors bon, je reviens donc sur ce que j'étais censé dire avec l'affichage de cette diapositive. Donc vous vous souvenez, tout à l'heure j'évoquais donc le développement par phase de l'intérêt avec alors là, ici, on s'intéresse donc aux résultats sur le dernier questionnaire, ceux que on peut appeler les survivants du MOOC. Alors, ce qui est impressionnant et quand même très fort, c'est de voir qu'effectivement, en tout cas ceux qui sont allés au bout du MOOC étaient des étudiants qui étaient, en tout cas des inscrits, qui étaient particulièrement avec un intérêt individuel particulièrement élevé. Hein. Je rappelle les codes couleurs, hein, donc sur le rouge pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord par rapport aux questions posées sur l'intérêt individuel, le jaune qui correspond finalement à une position un peu neutre, et le vert pour dire qu'ils étaient tout à fait d'accord. Donc on voit ici massivement donc le vert hein, qui l'emporte, puisque on est entre 2/3 et 3/4 des personnes qui avaient donc un intérêt individuel pour l'identité numérique. Ensuite, ce qui est assez surprenant et qui en fait ne correspondait pas aux attentes, je peux le dire très simplement, c'est que manifestement l'intérêt situationnel activé par la situation pédagogique MOOC INUM
est très en deçà de l'intérêt, comment dire, situationnel maintenu, hein, qui lui est relativement élevé. Alors, si on interprète donc ce résultat, ça veut dire que globalement, ceux qui étaient dans Mookinum, en fait, ne ressentaient pas vraiment d'émotion ou de joie provoquée par la situation enclenchée, la situation pédagogique du Mookinum. Par contre, et je dirais pour peu qu'ils s'accrochent un petit peu, ils avaient donc l'intérêt situationnel maintenu, c'est-à-dire qu'ils voyaient tout à fait ce que le fait de se former dans Mookinuk pouvait apporter en termes de connaissances, de compétences, et la valeur finalement des savoirs et des connaissances et des compétences qu'ils allaient pouvoir acquérir au travers du dispositif. En fait, pour le dire peut-être autrement, ce n'est pas le fonctionnement du Mookinum qui peut expliquer la persistance des individus, mais c'est certainement à la fois l'intérêt individuel qu'ils avaient avant même d'entrer dans le dispositif, concernant les questions d'identité numérique, et certainement aussi le fait qu'ils voulaient vraiment tellement se former qu'ils ont réussi à trouver finalement beaucoup de valeur aux activités, même si la situation, les situations pédagogiques en tant que telles, je pense certainement notamment l'usage de la plateforme, ne correspondait pas à quelque chose qui arrivait à finalement activer leur intérêt. Voilà, donc ça c'est ce que je peux dire sur cette partie. Sur la dimension autotélique, donc on voit que effectivement, alors là aussi on est sur le questionnaire final, hein, donc c'est sur les survivants au Mookinum. Alors ce que l'on voit, c'est effectivement l'importance de l'absorption cognitive, hein, ressentie donc par les utilisateurs, les inscrits. Quelque chose d'assez important aussi qui est l'altération de la perception du temps. Le bien-être ressenti, je dirais, par les survivants Mookinum. Par contre, une dimension qui est très en retrait par rapport aux trois autres, c'est l'absence de préoccupation à propos de soi, qui vraisemblablement expliquera, et on aura certainement l'occasion d'y revenir par la suite, tout ce qui pouvait être difficulté liée au travail collectif. Hein, et notamment le fait que, je ne vais pas dévoiler les résultats qui seront évoqués tout à l'heure par Pierre-André, les utilisateurs avaient énormément de difficultés à comprendre ou à percevoir ce que les autres voyaient d'eux. Et à partir de là, parce qu'eux-mêmes ne voyaient pas forcément ce que les autres étaient en train de faire. Et donc, à partir de là, toute la difficulté pour finalement se sentir qu'on fait partie d'un collectif et apprendre avec les autres se trouvait très très limitée. Et même sur les survivants au Mookinum, on voit que ça a posé des difficultés. Donc si on peut passer à la diapo suivante, voilà, donc le sentiment d'efficacité personnelle. Donc là, ce n'est pas tout à fait le même graphique que sur les deux autres qui est évoqué, puisque là, on a, j'ai essayé de mettre en évidence en fait une progression entre questionnaire spécifique 1, questionnaire spécifique 4 et le questionnaire final. Et donc, ce que l'on peut observer, c'est une progression du sentiment d'efficacité personnelle dans l'usage du numérique au fur et à mesure de l'avancée donc dans le Mookinum. Alors, très certainement, on peut estimer que c'est un des éléments peut-être essentiels, puisque c'est un des éléments les plus importants. C'est-à-dire que finalement, ceux qui ont survécu à Mookinum, c'est ceux qui avaient aussi un sentiment d'efficacité personnelle très élevé dans l'usage du numérique. Alors, on voit progresser les indicateurs, mais on peut légitimement se poser la question si ce n'est pas juste un effet provoqué par l'abandon de ceux qui peut-être n'avaient pas un sentiment d'efficacité personnelle suffisamment élevé dans l'usage du numérique, et qui donc en partant, ou en quittant, ou en abandonnant le Mookinum, ont bien évidemment fait progresser cet indicateur. Hein. Voilà, donc on peut, hein, pour reclarifier les choses très simplement, ça ne veut pas dire que le niveau de compétence des gens a progressé dans Mookinum, ça veut simplement dire que peut-être par défaut, tous ceux qui n'étaient pas compétents ont quitté, ou qui n'avaient pas le sentiment d'efficacité personnelle élevé ont quitté Mookinum.
C'est bon. Bien, donc j'aborde les deux derniers critères, donc critères de prix et critères de hall. Alors, concernant les critères de prix, on a mené deux analyses. Une première analyse juste avant de commencer les travaux de groupe, et puis une dernière analyse dans le questionnaire final, donc avec des personnes qui donc avaient été, comme tu disais, survivants un petit peu du MOOC-INUM, et donc avaient mis en place ces travaux de groupe. Alors, ce que l'on retrouve dans ces deux questionnaires, c'est une sensation de présence au sein de la plateforme. C'est-à-dire que, au-delà des fonctionnalités de la plateforme, qui là, dans ce cas-là, était la plateforme Sakai, mais on a maintenant d'autres plateformes sur lesquelles on teste ces outils, eh bien, les étudiants ont la sensation que les autres sont là et qu'ils se retrouvent effectivement, ce qui est le cas de toute façon, à plus de 1000 sur le MOOC. Donc cette sensation de présence est très claire. Une deuxième sensation, c'était le critère de réciprocité. Les participants considèrent qu'ils reçoivent autant de ce qu'ils amènent sur la plateforme. Après, beaucoup plus préoccupant, c'est le problème qui concerne la perception des autres. C'est-à-dire, ils ont la perception que les autres sont là, mais ils n'ont pas de perception exacte de ce que les autres font. Ils n'ont pas de perception exacte de ce qu'ils partagent avec les autres. Et surtout, ils n'ont même pas de perception de ce que eux, ils montrent aux autres. C'est ça qui est le plus problématique. On va le voir peut-être sur la diapo suivante. Donc sur la diapo suivante, vous avez en haut ce que l'on a, les résultats du premier questionnaire et les résultats du deuxième. Et donc on voit une progression. En particulier, donc sur tous les critères ont été classés, donc ils sont pas forcément tout à fait dans le même classement en haut et en bas, mais si je lis les premiers éléments dans le dispositif, je repère assez facilement avec qui j'ai des choses en commun. Les 4 éléments qui pêchent le plus, c'est les 4 premiers. Donc le fait de repérer avec qui j'ai des choses en commun. La deuxième phrase, c'est je réussis à percevoir assez facilement ce qui motive les autres apprenants avec qui je travaille. La troisième, j'arrive à estimer si je peux faire confiance à un autre apprenant. Et puis, la quatrième, je perçois facilement ce qui nous motive tous à être dans ce dispositif. Et on voit que au moment où on a abordé les activités de groupe, eh bien, ces 4 critères étaient vraiment en déficit, ce qui posait un grave problème parce que c'est difficile de constituer un groupe, c'est difficile de travailler avec les autres si on ne comprend pas ce qui motive les autres. D'où les conseils qui ont pu être donnés à ce moment-là, qui étaient de favoriser l'exposition des identités numériques de chacun, de proposer des activités où on allait regarder ce que les autres étaient. Ils avaient sur la plateforme Sakai un endroit où vous pouvez rédiger un petit peu leur parcours, ce genre de choses. Alors, ça nous amène aussi à réfléchir sur les dispositifs, par exemple, qui sont propulsés par la plateforme Fun, qui s'appuie sur EDX, ou par exemple, les personnes n'ont pas la possibilité d'aller décrire sur un endroit leur identité numérique ou ce qui les motive à être dans la plateforme. J'ai regardé, puisqu'on travaille également sur l'accompagnement de gestion de projet, dans gestion de projet GTP, ils utilisent la plateforme Canvas. Alors les personnes peuvent décrire, ils ont une petite fiche pour décrire leur identité numérique, mais en fait, lorsque vous êtes dans des forums, vous ne pouvez pas consulter cette petite fiche. Donc vous ne pouvez pas finalement savoir ce que chaque personne vient chercher dans le MOOC. Alors je reviens sur le diaporama. Je suis un petit peu perdu en même temps. Voilà. Donc, j'ai expliqué un petit peu
l'exploitation qu'on a fait des critères de Prince et puis les problèmes que nous posait le positionnement théorique de Prince, qui est que on s'intéresse quand même aux détournements qui ont lieu. Et sur un temps assez court comme celui que l'on avait, c'était un petit peu difficile d'assister à ces détournements. D'où l'idée d'utiliser le cadre théorique des systèmes de communication primaire de Hall et de s'intéresser aux attentes des personnes et à l'appréhension qu'ils avaient du dispositif. Et on s'est rendu compte, nous on était parti au départ d'une hypothèse qui était qu'il ne fallait pas forcément troubler les personnes dans leur appréhension instrumentale. C'est-à-dire que s'ils ont l'habitude d'utiliser un outil, on n'allait pas leur imposer un autre outil ou ce genre de choses. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les apprenants avaient des attentes ambivalentes. C'est-à-dire qu'ils estimaient que le MOOC était effectivement un espace de liberté dans lequel ils pouvaient utiliser leurs propres outils, mais ils étaient dans l'attente d'un espace de liberté structuré. Un besoin d'enseignement structuré, le désir d'avoir des vidéos, d'avoir des questionnaires et surtout d'avoir un scénario vraiment très très strict et très précis. Alors dans les autres MOOC que nous avons promus depuis, eh bien c'est ces dimensions-là qu'on a vraiment essayé de privilégier avec un parcours très linéaire et au point que l'apprenant, quand il arrive, eh bien, il entre dans une sorte de workflow qui l'amène vers la fin du MOOC. Alors, un sentiment ambivalent également sur le plaisir de découvrir, d'explorer, de faire eux-mêmes, mais aussi ils avaient des attentes vis-à-vis du MOOC. En particulier, ils estimaient que lorsque le MOOC leur impose d'utiliser un outil, on a imposé par exemple d'utiliser des outils comme Etherpad, etc., eh bien, le fait d'imposer ces outils était considéré comme un apport pédagogique du MOOC. C'est-à-dire pour eux, c'était pas gênant d'utiliser de nouveaux outils parce que ils considéraient que ça faisait partie du MOOC lui-même. Donc, ce que nous apprennent également ces critères, il faudra aller pour entrer dans le détail, aller dans le détail de l'étude qui a été, on va vous donner le lien après, vous expliquer, elle a été postée sur ALSHS. Donc, l'idée que la participation au dispositif MOOC, eh bien, elle est au service d'une montée en puissance professionnelle. La majorité des utilisateurs considéraient justement que la connaissance des TIS, de l'identité numérique, pourrait être un plus dans leur carrière. Et puis, un élément aussi très important qu'on a vu apparaître, c'était que la participation au MOOC était en fait une réponse à un environnement technique dans lequel les personnes sont immergées et qui est considéré comme un environnement qui est en évolution sans cesse et assez anxiogène pour les personnes. D'où, lorsque l'on a étudié justement ces systèmes de communication primaire, un élément qui est revenu fréquemment, c'est l'élément de défense, c'est-à-dire je fais le MOOC parce que ce MOOC va me permettre de me défendre, face à cet environnement anxiogène et puis dans un contexte professionnel difficile. Ceci expliquerait donc l'usage d'outils, de moyens, de méthodes en phase avec l'environnement dont le participant escompte une plus grande maîtrise. L'idée que je vais utiliser les outils que l'on m'impose, même si ces outils sont des outils nouveaux, parce que de toute façon, ils sont assimilés à le MOOC lui-même. Alors, conclusion de l'étude, eh bien, dans cette étude, donc, nous avons utilisé des Learning Analytics de la plateforme de formation, une enquête par questionnaire. On n'a pas rendu compte aujourd'hui de tout le travail qu'on a fait sur les entretiens, qui est actuellement encore en cours de dépouillement. L'idée, les difficultés, donc on a montré qu'un des critères, eh bien, les difficultés pour percevoir ce qui pouvait motiver les autres.
et la confiance entre les participants ce critère de prise se révélait être un bon indicateur pour la mise en œuvre des activités à réaliser en groupe. C'est-à-dire la difficulté de percevoir, eh bien, on se rendait compte que ça posait problème lorsque les personnes voulaient mettre en place les groupes, et on voyait une évolution très claire entre le début, entre les étudiants qui débutaient ces activités de groupe, et puis le questionnaire final où on récupère les étudiants qui ont réussi à mener ces activités de groupe et donc se sont constitués en comité de pratique. Je laisse la parole à Jean pour la suite. Oui, donc pour revenir en conclusion, donc comme cela était un peu attendu, hein, les survivants qui ont persisté dans le dispositif Mookinum sont majoritairement ceux qui se sont laissés prendre au jeu de l'immersion dans les activités qui leur étaient proposées. Hein. Et donc il apparaît très clairement que l'absorption cognitive, la première dimension donc, du flow en contexte éducatif, est une des conditions majeures du flow et de la persistance notamment dans le MOOC. Cependant, on relèvera quand même hein, que les participants étaient trop préoccupés à propos de l'image que les autres pouvaient percevoir d'eux pour réellement s'impliquer sereinement dans les activités de groupe. Et cet élément était, comme je le disais tout à l'heure, et comme l'a reprécisé Pierre-André, très certainement dû à la difficulté de bien identifier, de bien percevoir qui fait quoi sur la plateforme. Donc, suivante. Voilà, donc pour ce qui concerne donc l'intérêt individuel, donc il est possible de formuler l'hypothèse que c'est principalement en raison de leur très haut niveau d'intérêt individuel pour les questions d'identité numérique que les survivants de Mookinum ont persisté dans le dispositif. Et finalement, ce haut niveau d'intérêt individuel pour les questions d'identité numérique renforçait chez ces étudiants la perception du sens et de la valeur des apprentissages réalisés via le Mookinum, donc pour ce qui concerne l'intérêt situationnel maintenu, même si dans son usage en tant que tel, la plateforme n'était pas spécifiquement plaisante, hein, et qui expliquait notamment le fait que l'intérêt situationnel activé était très très en retrait. Alors, pour le sentiment d'efficacité personnelle, donc les résultats de l'intérêt individuel pour les questions d'identité numérique et le sentiment d'efficacité personnelle concernant l'usage des TIC et le flow convergent. Ceux qui ont persisté malgré l'ingénierie pédagogique sont principalement ceux qui avaient déjà de bonnes compétences et de bonnes raisons personnelles en grande proximité avec le thème d'étude, hein, donc l'identité numérique et les compétences numériques. Et cela permet de confirmer l'hypothèse selon laquelle, afin d'éviter de renforcer l'abandon, il est vraisemblablement très important de bien informer les candidats du contenu de la formation avant même leur inscription. C'est ce qui a bien été représenté tout à l'heure par Pierre-André aussi, sur les besoins spécifiques de ceux qui vont venir s'inscrire, hein, notamment le fait que pouvoir utiliser plusieurs types d'outils, dans le cas spécifique du Mookinum, correspondait en fait à un besoin de formation qui était recherché par les candidats. Si on avait eu un autre thème d'étude ou dans un MOOC qui est autre que finalement la maîtrise et les compétences numériques, il n'est pas certain qu'on aurait eu le même résultat de perception presque positive de devoir utiliser d'autres outils pour se former. Je passe la parole. Donc, au niveau des résultats, on peut résumer aussi en disant que pour tout ce qui concerne l'étude sur Inum, nous avons publié un rapport de recherche qui est disponible sur ALSHS. Et pour le cadre de description des MOOC et la typologie, là aussi, tous les fichiers sont disponibles sur ALSHS avec les données dans les deux cas. Ensuite, par rapport à la création, par rapport au cadre de description et la typologie, les perspectives sont la création d'une communauté de chercheurs autour de ce cadre et la définition d'une plateforme pour permettre à la communauté de chercheurs de déposer des descriptions de MOOC et de faire des recherches sur celles-ci.
Ensuite, par rapport à toutes les échelles que nous avons élaborées au cours de ce travail sur Inum, nous sommes dans une démarche de poursuite de la mise au point des outils méthodologiques sur les 4 MOOC du cadre du FUN sur le C2I actuellement et dans le cadre du 3e MOOC de gestion de projet. Merci. Voilà, Richard, je sais pas, je te redonne la parole. Très bien. Donc, je vous remercie à tous pour cet excellent exposé. Je vais peut-être commencer par une ou deux questions qui me viennent à l'esprit avant qu'on revienne sur celles qui nous sont arrivées sur Twitter. D'abord, j'ai été impressionné par le nombre de cadres théoriques que vous avez réunis pour faire cette analyse. C'est assez impressionnant. Par rapport aux résultats proprement dit, j'ai une petite question. On se rend compte dans les résultats que vous avez obtenus que les apprenants sont très favorables à des parcours linéaires bien encadrés. Est-ce que ça veut dire que les CMOOC sont presque condamnés ou bien est-ce que le XMOOC est-il la solution qui est la plus favorablement adoptée par les futurs apprenants? Quelle est la conclusion que vous avez tirée de ça? Alors, oui, Marilyn? En fait, moi je mettrais, je dirais pas que les CMOOC sont condamnés, c'est que actuellement les apprenants sont plus habitués à ce genre de démarche et donc ils sont moins perdus. Et en fait, pour savoir comment se repèrent les gens qui participent dans un CMOOC, il faudrait faire aussi des collectes d'informations. Mais là, ils étaient dans un XMOOC et donc ils se repèrent au type de formation dont ils ont l'habitude. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'on n'a pas forcément le même public. C'est-à-dire que le temps de travail dans un CMOOC, dans le MOOC qu'on vous a présenté, c'est autour entre 2 et 6 heures par semaine. Hein. Je crois qu'on n'est pas vraiment ni dans les mêmes objectifs vis-à-vis des apprenants, ni peut-être les mêmes apprenants. Là, on a bien vu, quand on décrypte un petit peu les résultats des critères de Hall, les attentes des étudiants, ce sont, en tout cas, les étudiants puisque Hall, c'était dans le 2e questionnaire, donc on est quand même sur les étudiants qui viennent d'arriver, eh bien, ce sont des étudiants qui sont vraiment attentes d'un plus professionnel et qui recherchent une efficacité dans le MOOC. Alors, je pense pas que on soit tout à fait dans la même perspective dans un MOOC connectiviste où l'idée c'est peut-être également de vivre une expérience enthousiasmante, une co-construction des savoirs avec des gens qui faudrait regarder également le niveau de qualification des personnes comparé les deux populations. Je crois qu'on n'est pas dans le même niveau de qualification. Oui, Jean, peut-être? Oui, alors je pense qu'il ne faut pas partir d'un postulat qui effectivement condamne l'une ou l'autre forme de MOOC. Par contre, un élément qui semble émerger de plus en plus, c'est que d'abord les compétences d'autodirection des apprenants ne sont pas si intuitives qu'on aurait pu le croire à une certaine époque. Et on est aussi de plus en plus sur une définition de l'autonomie qui doit justement pas être un abandon pédagogique, hein, mais plutôt une autonomie qui serait la possibilité de faire des choix dans un environnement structuré. Et je pense que ce sur quoi avait raison d'insister tout à fait judicieusement Pierre-André tout à l'heure, c'est sur la nécessité d'avoir la perception d'un cadre structuré dans lequel on va percevoir comment on va pouvoir agir dans ce cadre. Et à la limite, c'est déjà même par l'interface des plateformes hein, que ces éléments peuvent se déterminer, et aussi par la clarté des consignes, le fait que
les personnes qui sont inscrites ne vont pas passer un temps infini à essayer de deviner des intuitifs de cette formation, parce que là, c'est quelque chose qui peut les laisser dans une très grande perplexité. Et puis, un autre aspect certainement qu'il faut prendre en compte, c'est les personnes qui viennent se former dans ces dispositifs, ont-elles l'habitude ou pas de se former dans des environnements de formation à distance? Et je pense que si on met sur des publics qui sont déjà très habitués à l'usage des technologies en réseau, très autodirigés, très dynamiques sur la toile, très réseauteurs, entre guillemets, ce qu'elles viennent chercher dans un MOOC ne correspond pas exactement aux mêmes choses que des personnes qui viennent finalement pour pouvoir assister à des cours, notamment parce qu'elles sont empêchées de pouvoir se déplacer, peut-être dans des universités physiquement, j'entends par là. Et là, ça rejoint ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, Pierre-André. Très bien. L'autre question que j'avais, c'était le fait que les résultats que vous nous avez exposés portent sur un MOOC très spécifique qui était Inum. Qu'est-ce que vous pensez, parmi ces résultats, y a-t-il des résultats qui sont généralisables sur les MOOC dans leur ensemble? Comment fait-on la différence entre les critères que l'on pense spécifiques à ce MOOC, à son sujet, à son public? J'aimerais savoir comment, c'est-à-dire en gros, quelle est l'utilité de cette recherche quand on vise une généralisation pour essayer de voir un peu le profil des personnes qui se connectent sur les MOOC. L'utilité de la recherche, bon, tel qu'on l'a présenté, on vous a bien montré qu'il y a d'abord une recherche avant de commencer. Donc, en fait, la particularité du MOOC Inum, on la connaissait pas au départ. Quand on a construit nos outils, les échelles, on savait pas du tout. On a le type d'étudiants qu'on aurait, on les a découverts au bout de la première semaine. Et exactement comme là, lorsqu'on a travaillé sur les MOOC C2I de la plateforme Fun, on a été encore de nouveau surpris parce qu'on était parti d'une autre hypothèse et finalement on est arrivé avec une population très particulière. L'idée que nous poursuivons, c'est d'essayer de définir toute une série d'outils méthodologiques permettant, comme on l'a présenté, de pouvoir un petit peu prévoir si les activités de groupe vont pouvoir être menées, d'essayer de capturer cette appréhension, cette culture numérique, cette appréhension instrumentale, comme je l'ai expliqué avec les travaux d'Edouard Théaule. Du côté de Jean, l'idée c'est d'essayer de qualifier l'intérêt situationnel ou l'intérêt personnel des personnes entrées dans le MOOC. Et puis du côté de Marilyn, c'est en fait des outils qui vont permettre de vérifier si les éléments de ludification que l'on a intégrés vont être compris, si il y a tous les travaux qu'elle mène sur l'analyse des learning analytics également. Moi, je pense que l'ensemble de tous ces travaux sont complètement transférables, un petit peu comme une boîte à outils qui permet de piloter et d'avoir des piqûres pendant le pilotage de n'importe quel MOOC. En tout cas, c'est l'ambition que nous avons. Marilyn ? En fait, oui, il y a une partie, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec Pierre-André, c'est dans l'accompagnement qu'on peut avoir des généralisations. On a des outils qu'on pourrait réutiliser. Par rapport à la population, on ne saura jamais quelle est la population qui va s'inscrire. Il y a des nouveaux résultats de recherche là actuellement. Même pour le même MOOC, s'il est lancé une fois en janvier, une fois en juillet, la population est tellement différente entre les deux que les observations qui avaient été menées par une équipe de recherche au mois de janvier ne sont pas transposables au mois de juillet. Vous voyez, donc ça c'est un article sur un MOOC américain, mais on sait que de toute façon ça sera comme ça. On ne peut rien prédire de la population qu'on va avoir. On peut avoir des éléments à partir de
de l'accompagnement sur est-ce qu'ils ils se repèrent et essayer de prévoir des choses au cas où ils se repèrent pas et par rapport à tous les autres critères, est-ce qu'ils ont un sentiment d'efficacité personnelle, est-ce qu'ils ressentent le flow, ce genre de choses. D'accord, ça montre bien toute la complexité de la recherche sur les MOOC. Oui. Je vais maintenant passer la parole à Geoffrey qui va nous donner une ou deux questions qui nous viennent de nos médias sociaux. Geoffrey ? Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour. Donc, on a reçu plusieurs questions. Une des premières questions est sur quelle base a été choisie la méthodologie de recueil de données? Alors, en fait, il y a plusieurs choses qu'on essaye de capturer. L'idée, c'était, vous avez bien vu, hein, essayer de prévoir des choses pour être assez prescriptif et accompagner les personnes qui promouvaient le MOOC. On est parti sur donc 3 méthodologies. Learning Analytics parce que la plateforme nous permettait justement d'accéder à ces Learning Analytics. Une méthodologie de type quantitative à base de questionnaires où on essayait de capturer des faits assez objectifs, mais malgré tout bien sûr, puisqu'on a quand même des éléments sur le sens perçu. Donc, la méthodologie à base de questionnaire, c'est parce que c'est celle qui était la plus adaptée à notre population. Hein. On a énormément de participants. Par contre, pour tout ce qui était la méthodologie qualitative a été mis en place pour accompagner les concepteurs du MOOC et les animateurs du MOOC. Alors là, on n'en a pas du tout rendu compte. Hein. Donc cette partie méthodologique, on vous l'a pas décrite, mais elle est basée sur, on repart pareil exactement des hypothèses issues de notre cadre théorique. On a défini des grilles qui nous permettent de faire des questionnaires, des guides d'entretien, et puis ça nous a permis de faire l'analyse des entretiens. On a quelques petites analyses actuellement en cours de route. Donc vraiment l'idée de partir sur ces 3 méthodologies là, et effectivement par rapport à la question qui est posée, il y a effectivement au niveau du quantitatif quelques petits détournements des analyses quantitatives pour essayer d'avoir non plus des éléments objectifs, mais quelquefois le sens perçu des choses. Peut-être Jean, là-dessus tu pourrais compléter? Oui, alors en fait, l'idée de travailler effectivement par enquête, bon, c'est d'abord lié à la masse. Ensuite, c'est, en tout cas en ce qui me concerne, l'intention de modéliser la persistance. Hein, puisque indépendamment de la situation pédagogique provoquée par un MOOC, c'est aussi, et là je vais peut-être parler un peu égoïstement pour chercheurs, avoir autant de personnes qui, sur un laps de temps aussi court, vont pouvoir être dans des dispositifs pédagogiques et avec des dispositifs qui vont être, je dirais, un peu reproduits de façon régulière en parallèle. Et observer un MOOC, c'est pour des chercheurs en sciences humaines et sociales, c'est un peu au moins aussi palpitant que pour les physiciens aller autour d'un cyclotron au CERN à Genève, quoi. Donc l'idée de pouvoir travailler directement sur des dispositifs qui sont à la fois courts, massifs, et bon, hélas, avec un taux d'abandon tel qu'on peut les constater, hein, puisque la perspective, généralement, sur le nombre d'inscrits, on en a généralement que la moitié qui se connecte, et ensuite, on repère presque systématiquement, toutes les semaines, la moitié des participants. C'est une occasion quand même très privilégiée pour modéliser en fait les déterminants psychologiques de la persistance des apprenants dans un dispositif pédagogique. Donc ça, c'est quand même aussi un aspect, je dirais, peut-être plus scientifique, hein, mais derrière aussi pour essayer de donner les critères ou de trouver les variables pertinentes pour ceux qui seront en fait les concepteurs de MOOC, et pour les aider dans leur pilotage pédagogique. Parce qu'en fait, notre idée, enfin en tout cas pour ce qui nous concerne,
c'est de pouvoir produire des indicateurs pertinents de la persistance des apprenants, mais finalement pour presque pouvoir prédire cette persistance. Et l'intention à terme, c'est de pouvoir aider en fait les concepteurs et les pilotes dans la construction d'un tableau de bord qui leur permettrait de faire une forme de régulation presque en temps réel. Hein. Alors, ça peut paraître un peu utopique, mais on a déjà eu l'occasion, notamment dans les travaux avec un de mes collègues, Fabien Fenouillet, de trouver un certain nombre d'indicateurs qui sont effectivement tout à fait pertinents, dans lesquels l'intérêt individuel, l'intérêt situationnel et l'intérêt situationnel activé maintenu a une part importante, le flow, notamment l'absorption cognitive, a une part importante, le sentiment d'efficacité personnelle, on a déjà énormément quand on fait une revue de littérature, on voit que ça reste un indicateur très pertinent pour prédire finalement au moins l'engagement et donc a priori on peut imaginer aussi la persistance des apprenants. Donc tous ces outils finalement et qui fonctionnent hein, pour les modélisations, on est obligé d'utiliser des méthodes quantitatives hein, pour arriver finalement à sélectionner parmi toutes les variables possibles celles qui seront effectivement les plus pertinentes pour ceux qui doivent soit piloter, soit concevoir, soit accompagner la conception des MOOC. Oui, Marilyn. Par rapport à la persistance, pour moi, la persistance et l'abandon sont les deux faces d'une même pièce, avec les critères qui permettent de définir la persistance d'un apprenant dans un dispositif tel que le MOOC. On peut définir ou proposer des algorithmes à intégrer dans les plateformes pour améliorer celles-ci et donner justement ces indicateurs aux pilotes. Et c'est pour ça que la collaboration entre des informaticiens et des sciences humaines est indispensable, puisque l'un sans l'autre, il nous manque une jambe, quoi. Donc une autre question a été posée. C'est comment développer davantage cette autonomie par rapport à d'autres contenus, surtout pour un public faiblement qualifié. Oui, alors en fait c'est une question qui est plus une question d'ingénierie. Alors en fait il faut bien comprendre ce que nous faisions. Hein. Nous, on est, alors évidemment, dans un dispositif comme celui-là, par exemple, l'Université de Lille, il est aussi dans l'animation, elle est aussi dans l'ingénierie, il y a une partie qui est aussi dans la recherche, mais nous, au niveau des résultats de la recherche, l'idée, c'est de guider l'ingénierie. Donc, bien sûr, l'ingénierie va vouloir développer l'autonomie, donc en simplifiant les contenus, on voit bien sur la plateforme EDX, hein, par exemple, comment les parcours sont très simplifiés par rapport à ce que l'on pouvait avoir dans le cadre du MOOC INUM avec la plateforme Sakai. Mais également au niveau du scénario pédagogique. Alors, des exemples, l'ingénierie va nous dire, bon, je veux développer l'autonomie, je veux que ce soit beaucoup plus simple, et puis il va y avoir un moment, un débat qui va être, est-ce qu'on impose un outil particulier, par exemple pour le travail coopératif, ou bien est-ce qu'on les laisse choisir? Ce que peut dire la recherche, eh bien, c'est que le fait d'imposer un outil ne sera pas perçu comme quelque chose de négatif, mais que ça répond plutôt à une attente des apprenants, que un travail collaboratif ou coopératif, si les apprenants n'ont pas encore la perception de l'image qu'ils renvoient aux autres, de toute façon, c'est voué à l'échec. Voilà, chacun va avoir sa place. C'est-à-dire que la recherche va permettre à l'ingénierie d'établir des choix dans son scénario pédagogique. Alors, par rapport à la question que tu poses, développer davantage cette autonomie, ça passe, je pense, par une synergie entre des travaux de recherche qui ont lieu et qui vont exploiter les cadres théoriques tels qu'on les a présentés, et puis à côté de ça, eh bien, une cellule ingénierie qui va faire des propositions, et puis cette synergie qui va permettre de faire des choix en fait dans l'ingénierie.
Voilà pour moi comment nous plaçons en tout cas par rapport aux cellules. Alors là, par exemple, dans les cadres du MOOC INUM, il y avait une organisation un petit peu particulière. Dans le cadre des 4 MOOC que nous promouvons autour du C2I, la cellule d'ingénierie, elle est à peu près 30 mètres de ce bureau. Hein. Donc il y a tout un travail de synergie qui a lieu continuellement. Oui, Jean? Oui, donc il y a aussi en fait, il y a deux types d'autonomie qui sont pas forcément exactement les mêmes. Il y a une première autonomie qui est effectivement par rapport à la disponibilité, à la perception de ce qu'on peut faire avec les outils pour se former. Et donc là, par exemple, une ingénierie pédagogique qui s'inspirerait, je dirais, du game design, celui qui est utilisé notamment dans les jeux vidéo, qui sont bien faits, où l'un des principes, c'est que je dois pouvoir commencer à jouer sans être obligé de lire la notice du jeu, et où, par exemple, on pourrait imaginer qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans les apprentissages, et en tout cas dans la maîtrise de l'interface, progressivement, un certain nombre d'outils supplémentaires deviennent possibles ou apparaissent un peu comme quand je suis dans des jeux massivement multijoueurs en ligne, où si j'ai bien fait les premières épreuves, je peux récupérer un sabre, ou je peux récupérer une armure, ou un bouclier, ou un casque. Et là, ça pourrait être une nouvelle fonctionnalité, puisque finalement, j'ai réussi à montrer que j'avais cette forme de maîtrise d'abord des premiers éléments de base pour pouvoir survivre dans l'interface. Après, il y a une autre dimension qui, elle, est à mon avis pas du tout du même ordre, c'est est-ce que je suis capable d'être autonome dans les apprentissages? Et là, c'est une autre difficulté, puisqu'en fait, la distinction là va se faire non pas par rapport aux habitudes d'usage des technologies numériques, mais par rapport en fait aux connaissances que je pouvais avoir avant de m'inscrire en formation. Pour prendre une caricature relativement simple, ce que la recherche a pu montrer, c'est que sur un contenu inconnu ou peu maîtrisé, la plupart de ceux qui veulent apprendre vont avoir une lecture ou un usage très séquentiel et très pas à pas des ressources. C'est un peu le cas qui nous arrive, y compris quand on est spécialiste d'un domaine, on va découvrir un nouveau domaine. Là, pour le coup, on va utiliser, je dirais, un balayage séquentiel, que ce soit un ouvrage papier ou un ouvrage en ligne. Par contre, dès qu'on est expert, dès qu'on est très pointu, notamment on maîtrise tous les mots-clés qui constituent finalement les connaissances ou le corpus ou le syllabus, alors on va pouvoir avoir un mode de consommation, je dirais, des informations ou des ressources permettant de mieux comprendre et de mieux apprendre, qui, elle, pour le coup, va être beaucoup plus hypermédia. On voit, par exemple, avec certains systèmes experts, si je prends le parallèle, par exemple, avec des outils qui permettent à un médecin de pouvoir faire un diagnostic précis, on voit bien qu'il ne va pas commencer à lire séquentiellement l'ensemble de la base d'informations. Et donc, je pense qu'il faut bien distinguer les deux dimensions, c'est-à-dire que d'un côté, l'autonomie par rapport à, finalement, la survie dans l'espace de formation qui est en ligne, et de l'autre côté, l'autonomie dans ses apprentissages, être un apprenant autodirigé, dans lesquels vont rentrer deux aspects. C'est est-ce que j'ai une habitude en fait de me former par moi-même ou pas, ou est-ce que finalement je suis resté dans des représentations que, en gros, l'école c'est quelqu'un qui dit et moi qui essaye de comprendre. Et puis après, il y a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le fait que est-ce que j'ai ou pas une maîtrise finalement des éléments qui constituent la source des apprentissages que je veux maîtriser, et parce que c'est forcément moins compliqué ou totalement différent entre quelqu'un qui connaît déjà un peu ou beaucoup dans un domaine et qui veut apprendre davantage par rapport à quelqu'un qui finalement n'y connaît mais rien du tout et ne sait même pas par quel bout il doit prendre les choses. Je voulais ajouter quelque chose sur ce paragraphe, je peux? Question ? Oui, oui. En fait, pour les personnes faiblement qualifiées, l'embarquement ludique progressif là, dont parlait Jean est nécessaire parce que ils ont justement du mal à percevoir les actions qui sont possibles dans le MOOC. Et en fait, il faut relier ça avec la zone proximale de développement définie par Vygotsky. L'apprenant, il est à un endroit donné
il sait faire des choses dans le MOOC, on lui donne des activités supplémentaires ou une activité supplémentaire à faire et on lui élargit un peu son cadre dans le MOOC d'action suffisamment pour qu'il ait envie de continuer, mais pas trop pour qu'il se sente perdu. Par ailleurs, une chose qui me semble n'a pas été abordée, c'est l'aspect méta-connaissance de sa façon d'apprendre. Parce que justement, si une personne est faiblement qualifiée, mais qu'elle sait travailler seule, apprendre seule, elle va s'habituer plus facilement dans le MOOC, alors que les autres auront peut-être besoin d'une aide supplémentaire qui n'est pas prévue dans le MOOC et qui pourrait être un MOOC transdisciplinaire à côté auquel on renverrait les gens ou qui pourrait être intégré systématiquement sous forme d'aide dans une famille de MOOC, mais optionnel pour ceux qui en auraient besoin. Très bien, merci. On va peut-être passer à la dernière question. Geoffrey, tu peux nous la donner, s'il te plaît? Oui. Donc c'est le lien entre artefact communauté. Oui, alors en fait, pour répondre à cette question, il faut un petit peu expliquer. Il y a une approche technocentrée qui est souvent assez courante, hein, en particulier en informatique, où on va dire, eh bien, si j'ai une plateforme, que j'ai des forums, eh bien, dans ces forums, on discutera. Alors cette approche technocentrée, elle est depuis longtemps tombée un petit peu en désuétude, en particulier avec les travaux de Rabardel que citait Marilyn, mais également les travaux de Pris, hein, dont nous sommes inspirés. Ces travaux expliquent que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors Jean a un petit peu abordé la question tout à l'heure. L'idée, c'est que la communauté, elle est liée à l'évolution instrumentale de l'artefact. Et donc, ça sert à rien de proposer un artefact avec de multiples fonctionnalités parce que la communauté n'est pas actuellement capable d'instrumenter ces fonctionnalités. Et donc, il y a un lien d'évolution qui a lieu entre à la fois l'instrumentation de l'artefact et l'évolution de la communauté. Les travaux de Pris, c'est ce que nous montrent les travaux de Pris, c'est-à-dire que indépendamment des fonctionnalités de l'artefact, si la communauté évolue, de toute façon, la communauté va détourner ses fonctionnalités et va compléter l'artefact en l'instrumentant et en faire un instrument qui, de toute façon, rendra compte des besoins de la communauté, en particulier tels que la promotion de soi, etc., etc. Dans le cadre un exemple très simple, hein, dans le cadre des MOOC que nous utilisons, la plateforme EDX que nous utilisons ne permet pas aux apprenants de remplir leur identité numérique. Eh bien, dans beaucoup de MOOC, il y a actuellement une cinquantaine de MOOC promus sur la plateforme EDX dans le cadre de France Université Numérique. Dans beaucoup de MOOC, eh bien, d'autres outils sont utilisés, ou bien des pages individuelles du forum, ou bien des pages du wiki, pour définir une fiche d'identité pour chaque personne. La plateforme EDX ne permet pas actuellement le peer reviewing des travaux des étudiants, c'est-à-dire le fait de déposer des travaux et qu'ils soient corrigés par d'autres. On a 2-3 MOOC actuellement sur la plateforme France Université Numérique qui en fait eh bien, se mettent à utiliser un autre artefact. Les étudiants se sont réorganisés autrement. Et puis les travaux sont déposés à un autre endroit et corrigés à un autre endroit. L'idée donc du lien entre artefact et communauté, il est assez complexe. Il faut comprendre comment la communauté évolue en fonction de la création de cette communauté et du niveau statut de la communauté. Eh bien, on voit que l'artefact ou bien va être détourné ou bien va être complété par d'autres artefacts, par des travaux déposés sur du Google Doc, etc. Ce genre de choses. Voilà un petit peu ce que moi je peux dire sur ce lien entre les deux. Marilyn, peut-être?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce que tu viens de dire, c'est que l'artefact, on a du mal à situer sa limite. Si l'artefact c'est le MOOC, là, on est limité par ce qui est offert dans la plateforme et on s'aperçoit que les apprenants et les concepteurs vont faire appel à des artefacts extérieurs. Google Docs, des outils de collaboration externes, etc. Après, au niveau de la communauté, là, j'avais une question, c'était dans la question qui est posée sur artefacts et communautés, on parle de quelle communauté? C'est la communauté d'apprenants, la communauté de concepteurs, les deux, la communauté de chercheurs. Bon, il me semble pas que ça soit la dernière, mais c'est pas assez précis parce que on sait pas trop là. Là aussi, la limite n'est pas claire pour moi. Oui, oui, effectivement. Bon, il faut revenir à des travaux qu'on a publiés un petit peu précédemment, hein, d'autres travaux où justement on explique bien comment Rabardel, dans des activités de formation, eh bien, est réinterprété, en particulier la genèse instrumentale qu'il promeut. Il y a plusieurs genèses instrumentales qui ont lieu. Il y a une première genèse instrumentale qui a lieu lorsque les enseignants s'approprient le dispositif de formation au moment où ils construisent. Donc dans le cadre des MOOC, au moment où ils vont déposer les scénarios, construire les modules, construire les activités. Et puis, il y a une deuxième genèse instrumentale qui a lieu, qui est au moment où les animateurs et les apprenants entrent dans cet artefact. L'artefact, à ce moment-là, est considéré, il est beaucoup plus large. Il est à la fois l'artefact informatique, c'est-à-dire la plateforme EDX, hein, dans le cas de la plateforme Fun, donc la plateforme EDX, mais également les scénarios, les scénarios pédagogiques, les modules qui vont également, eux aussi, être instrumentés par les apprenants. Donc une double instrumentation, double genèse instrumentale qui a lieu d'abord par les formateurs, puis après lors de l'animation. Et là, on l'a défini. Ça, c'est vraiment des travaux où on a pas mal de résultats, en particulier dû à toutes les études qui ont été faites sur le e-learning beaucoup plus classique. Jean, donc un petit truc à ajouter? Oui, un petit truc à ajouter. Alors, dans Artefact, il y a aussi les interactions dans la communauté qui eux-mêmes reconstituent des artefacts. Alors, j'entends par là toujours je reprends l'image des jeux massivement multijoueurs en ligne, où progressivement certains individus, et je le croise aussi avec le principe de participation légitime périphérique de Wenger, où en fait l'un des principes pour avoir une communauté dynamique, c'est que finalement ce soit les membres de la communauté qui progressivement passent d'un statut d'observateur participant à un statut d'acteur dans la vitalité de la communauté et qui progressivement se trouvent avoir des rôles ou des droits qui progressivement deviennent de plus en plus importants. Et ça, parce qu'ils sont finalement cooptés progressivement par certaines personnes référentes qui font elles-mêmes, soit qui sont à l'initiative de la création de la communauté, soit qui sont ceux qui la font vivre parce qu'ils sont impliqués depuis plus longtemps. Et donc, on peut tout à fait imaginer de recroiser avec la question de l'autonomie tout à l'heure, qui était de dire que certaines personnes ont de toute façon besoin d'être accompagnées et guidées pour pouvoir justement percevoir ce qu'elles peuvent faire et puis pouvoir être rassurées dans les choix au moment où elles doivent faire leur parcours de formation. Et on voit bien que dans un MOOC, si c'est uniquement les concepteurs animateurs qui doivent s'occuper de cette partie-là, c'est pratiquement impossible. Par contre, si on arrive dans l'ingénierie pédagogique à prévoir et à intégrer finalement la façon dont progressivement certains participants vont en fait, de par la qualité de leur première prestation, être promus avec des rôles et des pouvoirs, on va dire, ou je ne trouve pas de terme correct, de pouvoir agir finalement, soit en offrant une aide, soit en ayant accès à d'autres
outils qui ne sont pas accessibles pour les participants d'un premier niveau dans le MOOC, alors on peut imaginer progressivement finalement d'avoir une communauté qui autoproduit sa propre, comment dire, son propre moteur et sa propre animation. Et là, il y a certainement quelque chose aussi à réfléchir en termes d'ingénierie pédagogique, qui était un petit peu original, de quelque chose qui va finalement progressivement avoir une énergie qui va être coproduite par l'ensemble des participants. Et voilà, c'est pour dire qu'il y a certainement des pistes. Hein, avec Pierre-André, on avait produit un papier il y a quelque temps là-dessus, sur lesquels, en tout cas, les concepteurs de MOOC ont certainement à se pencher. Oui, peut-être Jean pour vraiment pour conclure et Richard aussi dire que il y aura, c'est peut-être l'occasion de présenter l'école d'été qui aura lieu à Yaoundé en septembre, puisqu'on abordera justement tous ces problèmes de communauté de pratique, de travail collectif. Oui, tout à fait. Du 2 au 5 septembre, l'IFIC va organiser une école d'été qui portera sur le travail collaboratif, sur l'hybridation également. Donc, il y aura Pierre-André qui est avec nous aujourd'hui, Pierre-André Caron de Lille, qui viendra animer un peu cette école d'été, en même temps que Peraya, qui viendra de Genève, qui nous parlera, lui, de l'hybridation. Donc, pour tous les chercheurs, ce sera un rendez-vous intéressant, il me semble. En tout cas, merci à vous trois d'avoir bien voulu participer à ce webinaire. On a fait une visite très intéressante dans le monde de la recherche sur les MOOC. Il faut dire que ce n'est pas encore très répandu, cette recherche sur les MOOC, et donc c'était passionnant. Donc, je vous remercie à tous les trois et vous donne rendez-vous sur le site de l'IFIC sur lequel nous allons mettre en ligne cette vidéo. Merci à tous les trois. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir.